Bertrand, viens chercher ta belle qui se désole trop loin de toi. C'est l'amour qui ensorcelle ceux qui ont le cœur en émoi. Il y avait Annie, Mimi et Marie. Martine et Jeannette. Yvette et Paulette. Elles nous ont toutes laissé un petit peu de leur mémoire. Elles nous ont dit, Montignac, c'est une ville sur l'eau. Vous voulez dire l'eau de la Dordogne, de la rivière, de la Vézère. Oh, la Vézère, pas que la Vézère. À Montignac, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau sous les maisons, il y a de l'eau dans le jardin, il y a les ramifications. L'eau, elle vient de tous les côtés à Montignac. Et dans les années 80, il y avait 17 sources fontaines d'eau fraîche et saine que l'on venait chercher à Montignac. Et il y a aussi les fontaines lavoirs. On peut encore en voir 7 aujourd'hui en bon état. C'est vrai qu'à Montignac, il y avait de quoi boire et se laver. Pour boire, il y a aussi le curaçao d'Alice. Et les banches, on peut les mettre de chaque côté de la Vézère. Les branches. Les banches. Les banches. Ben oui, les banches. Alors, la caisse en bois pour poser les genoux, pour poser le coussin, et poser les genoux, et la planche inclinée devant pour frotter. Oui, mais nous, de ce côté de la Vézère, on ne pouvait pas étendre notre linge. Mais eux, là-bas, de l'autre côté, sur l'autre rive, sur le sol, eh ben, c'était autorisé. Oui, on peut voir des cartes postales du début du siècle où on voit les draps étendus sur l'herbe qui descendent jusqu'à la Vézère. Et parfois, la Vézère, elle montait comme en 60. C'est vrai qu'en 1960, Montignac était sous l'eau. Et aujourd'hui, vous êtes venus pour une randonnée comptée. Alors, on va commencer par la randonnée. Avec notre lébérou. Son bâton, ses sabots, sa peau de loup. Et rassurez-vous, il n'est pas là pour vous sauter sur les chines. D'ailleurs, en plein jour, ça ne se fait pas pour un lébérou. Mais il est là pour nous montrer le chemin. Et on va partir du bout du monde. Alors, dans cette salle, il y en a beaucoup qui connaissent le bout du monde. Hein. Au pied de la falaise, la belle source, aménagée en fontaine, l'eau de la fontaine qui coule dans le lavoir, bien bâti, couvert. Et puis de là, on va descendre dans ce qu'on appelle le vieux Montignac, hein, les ruelles qui sont blotties sous le château depuis tant de temps. Rue de la Vertu à Montignac, rue des Marteaux, rue des Poules. Et puis alors, on quitte la place des omnibus, on descend encore un peu, vous y êtes, on arrive au bord de la Vézère. Au lavoir fontaine de la Bombarde. Ben là on le voit bien, hein. Le pont, le vieux, même si depuis peu de temps il est tout rabiscoulé, hein, c'est le vieux pont de Montignac. Alors après, on repart, et puis on monte, alors ça grimpe, hein, jusqu'au lavoir de la Liberté, il faut y aller là-haut, hein. Le lavoir de la Liberté. On a des jolis noms à Montignac. Et puis alors après, ben, il faut redescendre. On traverse le pont, on descend à gauche tout de suite après le pont, là sur la pêcherie, et on arrive à la fontaine d'Auménil. Hein, voilà, ça y est, vous êtes arrivés. C'est la dernière fontaine, hein. On en a fait 4 fontaines.
crois l'avoir fontaine et une fontaine toute seule. Voilà, vous avez fini votre randonnée, 45 minutes de randonnée. D'ailleurs, il y en a dans la salle qui sont venus bien équipés, hein, les goliots. Voilà. Bon, eh bien écoutez, puisque la randonnée est terminée, on va laisser la place aux histoires. Vous avez le dos contre la falaise, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes à la fontaine du bout du monde. Et ce bout du monde-là, avec sa fontaine et son lavoir, c'était le refuge d'Angéline. Angéline, toute petite, quand elle allait avec sa cruche chercher l'eau, l'eau la plus fraîche de tout Montignac, qui pourtant ne manque pas de fontaine. Eh bien, Angéline, elle se faisait toute petite et elle se glissait dans le dos des lavandières. Elle se faisait tellement discrète que ces femmes à la langue bien pendue finissaient par l'oublier. Et elle, toute petite, elle apprenait la vie en les écoutant. Plus tard, elle a appris aussi la vie quand son père est parti à la guerre, comme tant d'autres, et qu'il n'est jamais revenu. Alors, elle a dû aider sa mère à faire bouillir la marmite. Très jeune, elle a commencé à travailler. Elle travaillait à l'auberge du Cheval Blanc. C'était un joli brin de fille, vive, rieuse, à l'aise avec tous les clients et qui ne rechignait pas. Les jours de grande foire, elle était au top. Et à 17 ans, elle a eu envie d'aller chercher un petit brin de bonheur ailleurs. Le charme d'un homme, l'attrait de la vie. Alors elle est partie à Périgueux. Et puis, il était peut-être un petit peu trop âgé, ne lui faisait que des promesses, ne lui laissait que des miettes. Alors elle est revenue. Elle a appris la vie quand elle est revenue, avec sa honte. Elle est restée chez elle, rue des Poules, dans une petite maison avec sa mère. Rue des Poules, vous voyez la rue qui donne sur la place de l'Omnibus. Elle est restée là, au coin de la rue des Marteaux. Elle n'osait même plus aller à la fontaine du bout du monde. Sa mère était repasseuse. Gamine, elle aimait jouer avec les fers à repasser. Elle les alignait comme des petits soldats de plomb, tout prêts à partir à la bataille. Il y avait celui en forme de fer à friser pour faire gonfler les rubans des petites robes d'enfant. Le gros tampon avec un grand coup pour les broderies. Le gros ventru pour les grosses pièces. Et le tout fin pour la lingerie fine et les petits plis des chemises. Elle a appris à utiliser son fer, l'attraper par sa poignée en cuir, le faire chauffer, l'approcher de sa joue pour voir s'il était assez chaud, et mouiller son linge pour mieux le repasser. Lucie era un bugiardiero alla fontaine del bombardo dell'Oltrecusta. Lucie, tous les matins, elle venait laver le linge de ses clientes, là-bas, à la bombarde, de l'autre côté de la Vézère. Et puis, quand c'était fait, elle allait l'étendre sur les guirlandes de fils qui s'étendaient, la place du sol. Quand il était sec, c'est chez Angéline qu'elle le portait, vous savez bien, rue des Poules. Mais ce qu'elle aimait surtout, Lucie, c'était raconter des histoires. Quand la pile de linge n'était pas trop haute ou que les autres lavandières le lui demandaient. Et ce matin-là, justement, elle en avait une toute prête pour des oreilles attentives. Perché, quand posciavo io longtemps, c'était avant la Révolution. C'était au temps où Montignac n'avait pas de pont. Depuis plus de 100 ans, le dernier avait été
brûlé par les Huguenots et puis emporté pierre à pierre par les crues successives de la Vézère. Et pour traverser, eh bien, il n'y avait que le bac du passeur. À ce moment-là, le passeur, c'était Guillem Loupocheire. Oh, un plan bravo! Il était aimé de tous, Guillem. Ah, il savait fermer les yeux sur les droits de péage quand on n'avait pas trop d'argent. Mais par contre, quand il fallait qu'il monte la recette à la fin du mois, là-haut, au régisseur du marquis de Hautefort, au château, c'était une autre histoire. Aussi, il n'avait pas fait fortune, Guillem. Il était resté pauvre. Il avait eu bien du malheur aussi. Il avait perdu sa femme en couche et leur petit aussi. Et depuis, il ne s'était jamais remarié. On lui connaissait bien une maîtresse. C'était la Vézère. Ah, il aimait sa Vézère. Et tous les jours, il passait rive droite, rive gauche, rive droite. On la voyait passer. On la voyait passer avec sa brouette, sa banche et son linge à laver. Madeleine, laveuse professionnelle. Depuis l'année de ses 16 ans, elle lavait le linge des autres. Et ça lui plaisait. Elle aimait ça, faire propre. Mais jamais au lavoir. Non, toujours dans la Vézère. Et là, elle pouvait décrasser. Dans ce courant qui emporte tout avec cette eau si douce qui nous vient du Limousin. Et c'est là aussi qu'elle pouvait guetter son amoureux. Son Justin. Justin, toujours sur sa barque, a pêché dans la Vézère le poisson qu'il vendait. Et elle, toujours à genoux dans sa banche, posée au bord de l'eau. Et ils se sont rencontrés au bord de l'eau. Justin, il a attendu 8 ans sa Madeleine. 8 ans. Et pour elle, juste le temps d'économiser sou après sou, de quoi se payer son trousseau de jeune fille à marier. Alors, après la noce, quand elle est venue s'installer là, chez Justin, dans sa petite maison, pas loin de la Vézère, dans les quartiers bas, à l'étage, dans la chambre, l'armoire. Et dans l'armoire, elle a rangé son linge, tout son trousseau, et surtout ses draps. 12 paires de draps blancs, 3 piles. Les draps de dessus, elle les avait ajourés, brodés, avec de grandes lettres M, L, ses initiales de jeune fille, brodées au fil rouge. Paulette. Elle est née dans une ferme à l'écart sur la commune de Fanlac. D'après son père, elle n'avait pas bien fait les choses. Elle avait mal choisi son jour pour venir au monde. Lui, ce jour-là, il avait décidé de tuer le cochon et il avait besoin de sa femme pour cuire le boudin. Pourtant, elle a bien fait les choses, Paulette. Elle a attendu que sa mère eût fini de traire les vaches pour annoncer sa venue. Rachel, à la première contraction, est allée avertir sa belle-mère qui tranche du pain, qui lâche le pain, qui a été avertir la voisine qui plume une poule, qui lâche la poule, pour avertir la sage-femme Emma qui tricote, qui lâche le tricot. Elles sont toutes venues autour de Rachel. Elles sont toutes là dans la chambre. Les hommes, eux, ils sont restés dans la cour
près de Jaco, le gros Jaco, le tueur de cochons. Dans la chambre, Rachel crie « Je vais mourir !» « C'est bon signe, dit Emma, l'enfant ne va pas tarder. » Dans la cour, le cochon hurle. Il meurt. Dans la chambre, l'enfant naît. Emma s'avance, saisit l'enfant, coupe le cordon. Le père pousse la porte. « C'est quoi ? » « C'est une fille !» crient toutes les filles d'une seule voix. Le père s'avance, prend la délivre, enfin le placenta, qu'il va enterrer au fond du jardin, au pied d'un chêne. Paulette, elle a grandi avec un père qui ne parle pas, mais qui hurle, qui ne demande rien, mais qui exige tout, qui n'aime pas, mais qui calcule. Paulette, au printemps. Fini l'école. Rends-toi utile, Paulette. Va garder les vaches. En été. Paulette, fini les balles. Je n'aime pas ce Pierre qui te tourne autour. Reste à la maison. Chanson de troubadour. Bertrand, comme tous les soirs, sort du collège, va au lavoir, retrouver sa petite Juliette pour tailler un morceau de bavette. Mais un soir, la petite Juliette n'était pas là au rendez-vous. Son père fait sa mauvaise tête, alors il a pris des desserts. Car le père de Juliette est aussi chef de l'équipement. L'équipement, et oui madame, c'est ceux qui font le macadam. Ce monsieur coûteux que coûte veut construire son autoroute qui va casser plein de baraques pour aller jusqu'à Montignac. En fait, il faut que je vous explique. Parce que là, on est dans les années 80. On est au lavoir de la liberté, hein. Vous savez, de l'autre côté, vous avez bien fait de vous asseoir parce qu'on a quand même marché un petit peu. Bien fait de vous mettre à l'abri aussi. Dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'époque où apparaît le projet de construction d'autoroute pour relier Bordeaux à Brive. Si vous préférez, Arcachon à Clermont-Ferrand. Ou Saint-Claude à Saint-Jean-Pied-de-Port, ce qui, selon les témoins de l'époque, ne l'empêchait pas de marcher à Saint-Jean. Prenez votre temps. Les deux tourtereaux de la chanson, Bertrand et Juliette, ont fait les frais, malgré eux, de ce projet d'autoroute. Bertrand et Juliette, ces deux collégiens de Montignac, qui viennent se retrouver tous les soirs au lavoir de la liberté. Ah, c'est l'âge, vous vous souvenez, hein, il y a bien longtemps pour certains d'entre vous, mais c'est l'âge quand même des premiers amours, les premiers frissons, les premiers baisers, les premières caresses, les premiers gestes maladroits aussi de Bertrand lorsqu'il sent la jeune poitrine ferme de Juliette se frotter contre son corps imberbe. C'est beau comme du Baudelaire. Bon, je m'égare. Eh bien,
voici, si on était dehors, arrivé à la dernière fontaine d'aujourd'hui. La fontaine, comme on vous a dit, de Doménil ou de la Pêcherie, près d'une maison qu'a fait construire la mère de Henri IV. Au cours de la balade, eh bien, on a pu voir les fontaines du bout du monde, de la Bombarde, de la Liberté. Et je vous remercie donc de m'avoir accompagné et protégé, même si vous ne le saviez pas, et permis de mettre un pied dans chacune de ces fontaines. Alors pour être délivré de sa malédiction, un lébérou doit parcourir entre la tombée de la nuit et le lever du jour 7 paroisses ou clochers, ou alors 7 fontaines. Et bien moi, aujourd'hui, j'ai parcouru 7 fontaines, car j'en avais parcouru 3 autres parmi les dizaines que possède Montignac. Mais toutes ces fontaines-là sont guère accessibles aux fautifs devenus lébérous comme moi. Car les chasseurs, les chiens, et même les autres lébérous, eh bien, vous font fuir lorsque vous y venez à la fin de la journée. Et un lébérou, il confesse rarement sa faute, hein, surtout en public. Et pour moi, voici comment je suis devenu un lébérou.